Dimitri Pavlenko. Nous sommes à J+4 après la présidentielle. Petit résumé des derniers épisodes. Ça y est, l'impression de raconter Game of Thrones tous les jours avec cette après-présidentielle. Ça y est, le Conseil constitutionnel a proclamé en fin d'après-midi hier les résultats définitifs de l'élection. Donc, Emmanuel Macron est officiellement élu. Il s'est rendu sur le marché de Cergy-Pontoise hier, ville où l'on a mis Jean-Luc Mélenchon en tête au premier tour. Alors, le président considère-t-il, est-ce que l'on peut décoder à travers ce déplacement, que c'est de Jean-Luc Mélenchon que viendra la principale menace pour les législatives, alors que la France insoumise, vous le savez, discute avec les autres forces de gauche pour se présenter réunis devant les électeurs les 12 et 19 juin. Alors en parallèle, le remaniement gouvernemental se prépare. Qui va partir? Qui va rester? Qui ira à Matignon? Alors donc au-delà des noms du casting, on va essayer de cerner ce matin le projet d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que le macronisme? Est-ce qu'il y a une tentation hégémonique à travers le projet présidentiel? Bonjour Charlotte Dornelas. Bonjour Dimitri. Journaliste à Valeurs Actuelles. David Revaud-Dallon est avec nous également, rédacteur en chef du service politique du Journal du Dimanche. Bonjour David. Bonjour. Et Bruno Cotresse, politologue, chercheur associé au CEVIPOF. Bonjour Bruno, bienvenue. Bonjour. Alors j'ai relaté à gros traits les derniers événements. J'aurais pu ajouter à droite aussi ce débat dès le début de la semaine. Est-ce qu'il faut s'allier ou pas à Emmanuel Macron? Si on le fait, est-ce qu'on le fait avant, après les législatives? Bon, Qu'est-ce qui se dessine, d'après vous, comme grande tendance générale sur la scène politique française après la présidentielle? Après la présidentielle, on voit s'accentuer un mouvement de recomposition profond qui est initié depuis en fait pas mal de temps. Ça date de bien avant 2022, ça date de bien avant 2017. Et si vous regardez les travaux publiés par le CEVIPOF, vous verrez que la notion de tripartition, on l'emploie nous depuis le milieu des années 90. Oui. À partir du moment où on a vu cette politique française en deux dimensions, qui a obligé les grandes formations politiques de type socialiste ou centre-droit à un numéro d'équilibriste très difficile à tenir, avec des incohérences qui sont apparues de plus en plus fortes. C'est-à-dire comment être à la fois ouvert à la compétition économique, un peu plus fermé sur la question de l'immigration ou sur la question de l'identité pour les formations politiques de droite. Ce sont aussi des problématiques qu'on voit dans toute l'Europe. Il n'y a pas qu'en France qu'il y a ce genre de problème. Mais si on affine cette idée d'une tripartition, parce que dit comme ça, on a l'impression d'avoir trois blocs totalement égaux, est-ce que véritablement c'est ça le rapport de force actuel entre ces trois pôles de la vie politique française? Je parlais à l'instant, c'est de poser la question d'une tentation hégémonique du projet macronien, qui anémie, dévitalise aussi les partis traditionnels qui étaient le PS et les Républicains par des débauchages individuels, avec cette idée de constituer une espèce d'énorme pôle central suffisamment puissant pour neutraliser finalement les deux autres extrêmes. C'est vrai qu'il y a une erreur de perspective potentielle liée à l'élection présidentielle. Les trois principaux candidats à l'élection présidentielle donnent le sentiment effectivement de trois blocs qui sont parfaitement équilibrés. On voit effectivement Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon. On a le sentiment de trois blocs. Mais c'est vrai que derrière, il y a ce projet dont vous voulez parler, qui est le projet d'une sorte de parti central centriste de la République En Marche, qui renoue d'ailleurs quelque part avec un projet presque, on pourrait dire, néo-giscardien. On se rappelle de Valéry Giscard d'Estaing, 2 Français sur 3. Et c'est vrai, c'est cette idée d'une formation politique centrale, articulée sur une société de classe moyenne, au fond unie par un même objectif. Et les deux extrémités la question de l'émancipation, de l'éducation. Mais on voit que si on a une formation politique centrale, ça pousse les autres à n'exister qu'aux extrêmes, de la même manière que le modèle de société voulu, pensé, rêvé par Giscard, qui était 2 Français sur 3, conduisait presque à une société de l'immobilité. Au fond, si tout le monde devient classe moyenne, où est la fluidité, où sont les possibilités d'ascension et de mobilité? Alors David Revaud-Dallon, il m'est venu cette image à l'esprit, à savoir qu'effectivement, c'est porteur d'immobilisme. Si à ce moment-là, il n'y a plus d'alternatives possibles, que les alternatives, en réalité, n'ont pratiquement aucune chance d'accéder aux affaires. Quand on refait l'histoire de la Ve République, on voit que finalement, l'élection de François Mitterrand, en 81, elle surgit après plus de 20 ans de gaullisme et de ses avatars. Et on se dit, quelque part, c'est bien, ça a revigoré quelque part la démocratie. L'alternance était possible. Emmanuel Macron remet en place finalement ce schéma d'une alternance impossible. Oui, ou d'une alternance, mais vous avez raison de le signifier. Sur le plan électoral, c'est très compliqué. On l'a vu pour un des extrêmes d'accéder au pouvoir au deuxième tour et de dépasser la fatidique barre des 50%. Donc oui, avec cet extrême centre, avec ce centrisme ultra ou ce centrisme radical, et c'est là où il y a quand même une évolution par rapport,
évoquiez les années 90. Centrisme radical. Centrisme radical, centrisme extrême, extrême centre, a dit le président. Et par rapport à ce que vous évoquiez, je pense que c'est ça la véritable nouveauté, c'est-à-dire que auparavant le centre, d'abord, n'était pas hégémonique, il était à droite. C'était un satellite ou un allié du gaullisme, ou sous Giscard, vous le citiez, il avait pris le dessus sur le gaullisme. Aujourd'hui, on est dans tout à fait autre chose. Et justement, le siphonnage des deux partis historiques de la Ve République, Parti socialiste et Parti gaulliste sous tous ses avatars, fait qu'effectivement, à la fois, vous avez cette tentation hégémonique au centre et cette impossibilité d'alternance. Juste un mot sur la tripolarité. Je pense qu'il y a quand même une petite illusion d'optique. Sur l'extrême droite, incontestablement. Sur l'extrême centre, on vient d'en parler. À l'extrême gauche et autour de Mélenchon, c'est quand même une petite illusion d'optique parce que Jean-Luc Mélenchon, à lui seul, dans une configuration normale, si l'on regarde les parts de marché politique ou électorales, ne représente pas un quart ou 23% de l'électorat. En réalité, ça, justement, Stéphane Le Foll a dit à l'instant, il y a quelques minutes chez Sonia Mabrouk, en réalité, la gauche, c'est, en général, c'est 165 circonscriptions gagnables sur 577, donc un petit tiers, quoi. Oui, un petit tiers. Alors là, je laisse à l'expert de l'appareil socialiste et des manœuvres électorales le soin de faire son évaluation. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la gauche mélenchoniste, la gauche radicale, ne représente pas 22% dans ce pays. On a eu des explications assez précises sur le mécanisme du vote utile et les courants ascendants et descendants qui ont marqué ce premier tour. Courant ascendant portait très fortement Jean-Luc Mélenchon, puis de l'autre côté, c'est le toboggan pour le Parti socialiste et les écologistes. Il y a eu un vrai réflexe. Vous savez, l'électeur stratège dont on parle, en général, on le rencontre que dans les cours de sciences politiques, mais là, on l'a vu à l'œuvre, l'électeur stratège, notamment à gauche, et les électeurs sociodémocrates modérés qui jamais, au grand jamais, n'auraient mis un bulletin Jean-Luc Mélenchon dans l'urne pour toute une série de prises de position, une façon de draguer peut-être les associations ou réseaux islamistes, ou alors peut-être les positions, bien sûr, sur la Russie et Vladimir Poutine. Et bien, ceux-là se sont mis une pince à linge sur le nez et sont allés voter. Donc je pense qu'il ne faut pas... Jean-Luc Mélenchon, il fait de la politique, il est bon, il utilise ce capital électoral, évidemment, pour se faire élire à Matignon, entre guillemets, mais je crois que c'est cette bonne guerre, mais je crois que ce n'est pas un socle électoral immuable et intangible. Charlotte Dornelas, alors on a parlé des rapports de force entre les trois pôles, mais pour rester sur la question du macronisme, si on lève le capot de la machine macroniste, si on regarde ce qu'il y a dans ce projet, alors qui était l'idée d'une maison commune, tous ensemble dans une grande entité, tout le monde se fondant là-dedans, on voit que finalement on va être plutôt dans une espèce de copropriété, dans laquelle évidemment on voit que François Bayrou ou encore Édouard Philippe ont un petit peu de mal à vouloir s'intégrer, enfin en tout cas ils souhaitent conserver une part d'autonomie. Qu'est-ce que c'est que ce projet macroniste, si vous deviez le décrire ? Moi, je dirais que c'est un aboutissement logique et dévoilé de ce qu'étaient au fur et à mesure les deux partis de gouvernement qui finissaient par se ressembler énormément au moment d'arriver au pouvoir et surtout d'exercer le pouvoir. C'est-à-dire que pendant des années, en fait, après probablement la guerre froide, la gauche avait un discours très économique sur tous les sujets de société. Tout revenait sans cesse à l'économie. Et la droite a eu tellement peur du communisme qu'elle s'est construite contre le communisme en faisant du libéralisme qui resterait à définir, mais son pivot central de toute sa politique, c'est-à-dire en allant sur un terrain économique. Et petit à petit, on a vu finalement dans le macronisme l'aboutissement d'une réunion de gens qui ont des intérêts communs. Et Emmanuel Macron, élu en 2017, dit « Je serai le président de l'efficacité au-dessus des clivages ». Et qu'est-ce qu'on voit ? Moi, je ne communie pas tellement aux côtés. Il y a Emmanuel Macron au milieu et puis les extrêmes de l'autre. Qu'est-ce qu'on voit quand on regarde vraiment les discours de ceux qu'on qualifie d'extrêmes aujourd'hui et qu'on se replonge dans les discours de la politique il y a 50 ans, ils ne disent rien d'autre que de restaurer le clivage politique avec tous ces excès dans son expression publique, avec tous les excès de l'expression, mais pas tellement sur le fond. Donc il restaure finalement, on dit en permanence, le débat politique c'est dépolitisé. C'est particulièrement vrai dans le macronisme, et très logiquement, il attire à lui des gens qui sociologiquement se ressemblent, mais pas tellement politiquement. Il y a en effet, vous le disiez, avec François Bayrou et Édouard Philippe, mais il y a plusieurs profils. Il y a plusieurs profils quand même qui posent la question. Et là, on a eu au second tour Marine Le Pen qui a accédé au second tour. Ça aurait été exactement la même chose si Jean-Luc Mélenchon avait accédé au second tour. On a François Hollande et Nicolas Sarkozy qui, en un quart de seconde, choisissent évidemment leur candidat. Donc il y a quand même une adhésion qui est aussi celle des gens qui ont réussi
sur le terrain économique. Ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord sur le reste, et c'est d'ailleurs tout le problème de la définition du macronisme. Bruno Cotresse. La diversité du macronisme, on l'avait étudié avec plusieurs de mes collègues dans une grande enquête où on avait étudié les adhérents de la République En Marche en 2018. On avait fait ça avec Terra Nova et on avait étudié un échantillon de 8000 marcheurs. Et on voyait très très bien qu'effectivement ce qui unissait les marcheurs, c'était ce qui divisait les autres formations politiques, le leadership d'Emmanuel Macron, alors que toutes les autres formations politiques hésitent sur leur leadership, ont beaucoup de tensions sur cette question, et puis la question de l'Europe. Et on voyait qu'il y avait un triptyque macroniste qui était la question de l'éducation, la question de l'Europe et Emmanuel Macron comme point fédérateur. Mais on avait vu qu'à l'intérieur même des adhérents de la République En Marche, il y avait de la diversité. Effectivement, il y avait différentes familles. On avait des libéraux économiquement, libéraux sur les questions de société, un tiers des adhérents. Et puis on avait deux autres pôles, des macronistes de gauche et des macronistes de droite, et on avait vu qu'à l'intérieur même des adhérents de la République En Marche, plus conservateurs, on l'a vu sur la question de la GPA. Il y avait des gens des LR qui avaient une vision beaucoup plus conservatrice, et il y a des gens qui venaient du Parti socialiste ou du centre-gauche, et qui avaient une vision beaucoup plus sur une société de la tolérance, on va dire, et de la justice sociale. Mais quand on voit qu'un pôle chevènementiste au sein de la Macronie est en train d'émerger, Jean-Pierre Chevènement, souverainiste de gauche, on est tellement ouvert dans le projet macronien qu'on est prêt à intégrer, y compris des eurosceptiques, quelque part. On avait trouvé d'ailleurs, nous, dans les adhérents de la République En Marche, un tout petit groupe de marcheurs dubitatifs sur la question de l'Europe. Tout le monde n'était pas uniformément pro-européen, même si le niveau d'adhésion à la construction européenne était très, très élevé. Donc il peut y avoir effectivement une petite niche, et ce qui vient sur la question en particulier de l'éducation, mais aussi la question du leadership d'Emmanuel Macron. On va le montrer dans d'autres analyses qui vont être publiées dans quelques heures. La question de l'image d'Emmanuel Macron est quand même un ressort essentiel de l'aventure électorale du macronisme. Ouais. Alors très intéressant, parce que c'est frappant comme à quel point le macronisme en soi est un angle mort, je trouve, du débat politique depuis sa réélection. On parle beaucoup de la gauche, on parle beaucoup de la droite. La gauche, comme on n'en avait pas parlé depuis des mois, voire des années, et on n'en parle pas beaucoup. Et autre chose dont on ne parle pas, c'est aussi un angle mort depuis lundi, David Revaud-Dallon. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment au Rassemblement national? Marine Le Pen, 41,5% des suffrages, et on dirait que ça y est, elle aurait à nouveau disparu politiquement. Ce qui est totalement faux, bien sûr. Non, parce que évidemment, elle a, comme Jean-Luc Mélenchon, tenté de préempter le poste de la position de première opposante, évidemment, à Emmanuel Macron dès dimanche soir. Vous avez remarqué que tous les deux ont parlé à peine après 20h, bien avant que le président réélu ne s'exprime. Donc là, c'est la campagne des législatives, avec une tentation hégémonique sur l'extrême droite qui complique un petit peu la tâche, même si relativement, parce que le score d'Éric Zemmour, même s'il peut l'embêter dans quelques circonscriptions, n'est pas de nature à remettre en cause son leadership. Le problème, il est ailleurs. Il est maintenant dans le mode de scrutin majoritaire, qui fait que même si le RN a un groupe beaucoup plus important, a déjà un groupe et beaucoup plus de députés que sous la précédente législature, ce ne sera qu'un groupe, et vraisemblablement on aura une majorité de par la loi des reins de la Ve République qui accorde toujours une majorité au président élu ou réélu. Juste un petit mot sur le point précédent. Je suis d'accord avec Charlotte Dornelas sur le fait que le macronisme, c'est une forme de dépolitisation. Là où je suis moins d'accord, je ne crois pas que ce soit un aboutissement, si vous voulez, de 60 ans d'alternance gauche-droite. Le macronisme, il porte finalement la dégénérescence de la gauche et la droite, l'effacement de la gauche et de la droite. Et neutralise. Neutralisation ou disparition, parce qu'aujourd'hui, on peut quand même se dire que le PS, il est enterré et que la droite est en état de mort cérébrale et que les funérailles ne vont pas tarder. Mais en tout cas, sur le macronisme, c'est quand même une forme de gouvernance très managériale, très gestionnaire, une forme de plasticité. Ça a été souvent souligné à plusieurs reprises. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à situer le macronisme, surtout quand on le regarde à l'exercice de la campagne dans les dernières semaines. Une campagne quand même résolument marquée à droite dans les 2 semaines, parce qu'elle n'a duré que 2 semaines, cette campagne de premier tour pour le président, avec des marqueurs très forts, travailler moyennant le RSA, la retraite à 60 ans, je ne refais pas le film ici. Et juste après le premier tour, allez, c'est le grand virage rouge-vert, appel Jean-Luc Mélenchon, nos vies valent plus que
leur profit, slogan trotskiste, et le grand meeting de Marseille pro-écologique. Donc, il y a quand même, les optimistes diront une forme de pragmatisme, et les plus critiques diront une forme d'absence de conviction, si ce n'est des convictions purement économiques. C'est-à-dire que la France doit se développer, qu'il faut faire de la croissance, que ça va permettre de juguler le chômage, et qu'il faut travailler un petit peu pour toucher des prestations sociales. Donc face à tant de souplesse, quelque part, la seule alternative, ça va être des convictions extrêmement fortes sur des sujets, une forme de rigidité doctrinale, quelque part. Et qu'on voit une radicalité, en fait, une radicalité évidente, par rapport, puisque Emmanuel Macron est capable de dire tout et son contraire, et vous venez de le prouver en 2 semaines d'intervalle dans une même campagne, évidemment, les oppositions ont forcément l'air radicales, et le sont peut-être, mais beaucoup plus radicales qu'extrêmes, en fait, par rapport à Emmanuel Macron. Moi, j'ajouterais quand même dans ses convictions, la vraie conviction d'Emmanuel Macron, c'est l'intégration européenne. C'est absolument évident, et d'ailleurs, ça va très bien avec la sociologie, peut-être moins de son électorat que des gens qui le rejoignent et qui composent réellement le macronisme. Ce sont des gens qui se disent la France ne sera grande que quand elle sera moins la France et engloutie dans un ensemble plus grand qu'elle, et qui se fait sur des raisons économiques, et qui, pour le coup, sur les questions sociales ou sociétales, comme on dit aujourd'hui, penche très clairement vers le progressisme et donc vers la gauche. Bruno Cotresse, le mot de la fin en 15 secondes. Oui, je pense qu'effectivement, ce qui est vraiment important, c'est que dans l'antimacronisme ou dans l'opposition à Emmanuel Macron, le sentiment de ne pas être reconnu à sa juste valeur, alors que Emmanuel Macron, justement, essaye de venir sur ce terrain. Le creuset du macronisme, c'est l'idée selon laquelle le modèle français protecteur aurait généré progressivement de nouvelles formes d'exclusion et d'inégalité. C'était son diagnostic de départ. Ce qui n'est pas faux, d'ailleurs. Et il n'arrive pas, pour le moment, en tout cas, dans le premier mandat, il n'est pas arrivé à donner le sentiment à ceux qui se sentent méprisés, presque humiliés par le système, qu'ils peuvent accéder eux-mêmes à ces positions de prestige, de richesse, de pouvoir, qu'Emmanuel Macron ne cesse de dire il faut les redistribuer. Donc c'est à lui maintenant de montrer que ça peut marcher. Un système très protecteur qui n'arrive plus à assurer la protection, c'était exactement l'équation politique des années 70. C'est fou, avec le retour de l'inflation, on revit la même époque il y a 50 ans. C'est assez frappant. Merci à tous les trois, Bruno Cotresse du Cevipof, David Revaud-Dallon, Journal du Dimanche, Charlotte Dornelas, Valeurs Actuelles. Merci à tous les trois, à la semaine prochaine.